Alors je tenais simplement d'abord à vous dire combien je suis heureux, représentant de la vieille génération, de me trouver aux côtés d'Emma, qui est notre relais. Et je suis très heureux aussi de voir que dans votre assistance, il y a beaucoup de jeunes, ce qui est la preuve que l'écologie, ce n'est pas ressenti comme une punition, mais comme une espérance et comme une libération et une émancipation. Merci. Alors évidemment, avec Pierre, je suis un peu le local de l'étape. J'ai fait un effort en passant de l'autre côté de l'eau, comme on dit à Bègle. Mais ce n'est pas une tare que d'habiter sur la rive droite. Mais c'est vrai que la rive gauche est quand même très bien aussi. Et puis, on m'a demandé donc de me trouver aux côtés de deux élus qui travaillent beaucoup au Parlement européen, contrairement à certains autres qui se comportent comme des fantômes, et qui agissent sur des sujets qui sont essentiels pour notre avenir, que ce soit le nôtre ou que ce soit celui de nos enfants. Essentiels pour notre avenir, pas simplement d'occidentaux, d'européens nantis, mais qui a aussi à voir avec tous ceux qui aujourd'hui dans ce monde sont les plus vulnérables, les plus fragiles, et qui sont les premières victimes de ces injustices environnementales terribles et fracassantes, et qui sont avant tout victimes d'injustice sociale. Donc il ne faut jamais oublier que ce que nous proposons, que notre philosophie, que notre projet, il est articulé sur deux pieds. Les injustices sociales et les injustices environnementales, qui ne doivent être jamais séparées. C'est pour ça qu'il faut expliquer que l'écologie n'habite pas partout et n'importe où. Et ça, comme le dit Pierre si bien tout à l'heure, il faut décarboner les têtes, mais il faut aussi qu'on arrive au moment où l'écologie, au moment où on sait très bien que finalement les sociétés se transformeront autour des questions que posent les écologistes. Je le dis ici à Bordeaux, nous célébrons en ce moment le 30e anniversaire de la mort de Jacques Ellul. Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, ses compagnons de route que l'on appelait les personnalistes gascons, dès les années 50, ont posé l'analyse de cette société dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et étaient prémonitoires. Après eux, il y en a eu d'autres, Bookchin, Gors, Illich. On pourrait comme ça citer de manière pédante à la Prévert tous les penseurs de l'écologie qui se sont succédés, tout ça pour dire que les maillons de cette chaîne ne se sont jamais rompus. Et que si l'écologie pour beaucoup apparaît comme une idée neuve, c'est une idée neuve qui vient de loin et c'est à nous de démontrer, non pas que nous avions raison avant les autres, mais que les réponses que nous apportons, ils ne les apporteront pas seuls, ça serait une manière de totalitarisme. Eh bien, les réponses que nous apportons, c'est elles qui peuvent nous libérer et nous sortir de cette anxiété, de ce qu'on appelle l'éco-anxiété, et de ce sentiment d'être vulnérable dans tous les compartiments du jeu, comme disaient mes collègues journalistes sportifs. Alors maintenant, on va parler avec Caroline Rose, qui est donc parlementaire sortante, qui joue un rôle très important, puisque Caroline, elle est la coordinatrice Alors Caroline, elle est la coordinatrice des questions sur les questions de la pêche dans le groupe Vert au Parlement européen et sur tout ce qui concerne la condition animale. Quant à Benoît, vous le connaissez bien avec sa belle moustache. Alors, bon, alors vous allez finir par me rendre jaloux, et pourquoi pas Noël. Ah, c'est dingue. Oh. C'est parce qu'il a une plus grosse moustache. Exact. Ah oui, j'espère que ce n'est que ça. Benoît. Alors Benoît, c'est d'abord un paysan, un vrai paysan, au sens où on l'entend. Vous savez il va en parler dans quelques instants, où on a fait beaucoup de ce gouvernement. De la main gauche nous explique qu'on ne sera pas sauvé si on ne met pas en œuvre l'écologie, et qui de la main droite
a fait des cadeaux à l'agriculture productiviste, à un syndicat qui prétend représenter toute l'agriculture, ce qui n'est pas vrai parce qu'il y a plusieurs agricultures. Et ce que nous défendons, nous, avec la Confédération paysanne, c'est justement l'agriculture paysanne. Benoît est premier vice-président d'une commission importante au Parlement européen, qui est la commission de l'agriculture et du développement rural. Alors tous les deux, vous avez fait un tour de France sur ces sujets. Caroline sur les questions de la pêche et de la condition animale. Benoît sur l'agriculture, l'alimentation et l'eau. 3 sujets qui sont d'actualité. Je pense à pas très loin d'ici, à Sainte-Soline, et notamment aux méga-bassines, qui sont tout près de là où Benoît a son exploitation agricole. Donc ça a commencé quand, votre Tour de France ? Caroline. Alors pour moi, ça a commencé au mois de février sur les 2 sujets, donc sur la pêche et sur la condition animale. Donc j'ai commencé par les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne. Ensuite, je suis descendue sur PACA. Bah oui, voilà. Et dans pas très longtemps, je remonte sur Boulogne-sur-Mer à la rencontre des pêcheurs. Et sur la condition animale, j'ai commencé par PACA. Je me rends sur Embrun dans pas très longtemps. Et le Tour de France, il continue encore et encore. Et on a de très beaux échanges avec les pêcheurs. Et on n'est absolument pas opposés pêcheurs écologistes. Et sur la condition animale, j'ai de très, très, très beaux échanges. Et moi, je me rappelle d'une anecdote. Au début... quand j'ai commencé à rencontrer les pêcheurs, j'ai croisé un pêcheur qui m'a dit, tu sais, si tu veux être entendu par les pêcheurs, il faut parler plus fort que les pêcheurs. Donc je navigue avec eux et je parle plus fort que le pêcheur pour se faire entendre. Voilà, c'est la preuve en tout cas. C'est la preuve en tout cas que contrairement à ce que vous voudrez nous faire croire, ce que j'appelle la coalition du déni, il n'y a pas d'un côté l'écologie du bon sens, qui est une bannière inventée par l'extrême droite, dont il se sert beaucoup, et de l'autre côté l'écologie punitive. Comme le disait très bien Pierre tout à l'heure, ce qu'il faut essayer de faire, c'est essayer d'établir des passerelles. Ce n'est pas facile dans un monde où la haine de tous pour tous prime, mais il faut pas céder là-dessus parce que c'est l'essentiel. Benoît, tu as commencé ton Tour de France à quel moment ? En vérité, moi, je suis toujours en Tour de France agricole depuis le mois de mai 2019. Mais pour ceux qui ne connaissent pas bien Benoît, je voudrais simplement vous dire que c'était un champion de vélo. Mais alors, il était très, très bon. C'était il y a 35 kilos. Ouais. Il y a aussi 35 ans. Et un peu moins de 35 kilos, heureusement pour moi, mais il y a quand même beaucoup plus de kilos aujourd'hui. Mais effectivement, je suis passionné de vélo, mais c'était pas de ça qu'on devait parler, Noël. Oui, surtout qu'en plus, ça tourne. Voilà, c'est pour ça. Donc, le Tour de France, en vérité, moi, je le fais très régulièrement, mais en préparation de la loi d'orientation agricole, qui est très d'actualité, on a travaillé avec nos amis parlementaires, il y a Cyrielle devant moi, il y a Monique qui est là, sur la réalisation de ce livret, parce qu'il y a très longtemps que les écologistes ont identifié que l'agriculture était dans une très mauvaise passe, dans une vilaine ornière dont elle avait beaucoup de mal à s'arracher. Et donc, en préparation de la LOA, on a fait cette proposition qui pose le diagnostic, qui pose des réponses. Et on a fait le 13 novembre 2023, bien avant la crise agricole, une vingtaine d'événements sur des fermes un peu partout en France, avec le soutien des conseillers régionaux, des députés bien sûr, des sénateurs, des conseillers départementaux. J'en ai vu beaucoup aujourd'hui. On a fait un événement le 13 novembre et on a sorti ce petit document qui nous préparait. Et est-ce que dans ton Tour de France, tu as constaté qu'il y avait une forme de mur ou de raidissement de tout un secteur des activités agricoles contre les écologistes, ou au contraire qu'on pouvait parler avec eux et même qu'on pouvait partager les mêmes objectifs? Et c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que le 13 novembre a eu beaucoup moins de retentissement que le mouvement des agriculteurs qui a débuté au début de l'année 2024. Et là, on s'est engagé avec Marie Toussaint, avec Marine Tondelier, à faire un Tour de France pour aller à la rencontre de ces agriculteurs qui étaient en difficulté et qui manifestaient au bord des routes. Et là, on a fait des fermes dans le monde entier. Je préfère le mot ferme qu'exploitation, parce que j'ai toujours un peu de difficulté quand je parle de mon métier à faire référence au verbe exploiter. Quand on parle des animaux, des terres et des hommes, je préfère parler de coopération avec la vie. Mais on a fait ce Tour de France. Et je finis là-dessus, alors que les médias, que
les syndicats agricoles majoritaires présentaient les écologistes comme les fossoyeurs de l'agriculture, responsables de tous les maux de l'agriculture. On est allé à leur rencontre, on est allé leur expliquer quel était notre diagnostic, quelles étaient les réponses, et on s'est rendu compte, et certains, enfin je pense à Marie et Marine qui sont là, on a pu constater que quand on arrivait à développer nos propositions, on était écouté, on était entendu, et on arrivait à les embarquer. Ça a été confirmé par un sondage ELAB, et je donne cette information, 62% des agriculteurs disent qu'il ne faut pas renoncer à la bifurcation agroécologique, 23% disent que c'est une réelle opportunité. On n'a plus que 15% d'irréductibles qui veulent continuer d'utiliser des pesticides et engrais de synthèse. C'est-à-dire ce que nous disons. Mais ce que nous disons depuis 92 et l'émergence de cette vilaine PAC, parce qu'en vérité, et c'est ça le constat, en vérité, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que les politiques publiques qui ont été imaginées par les gouvernements successifs en France, mais aussi à l'échelon européen, sont absolument à contre-courant des enjeux sur lesquels on a rendez-vous avec l'histoire, que ce soit le climat, la santé et la biodiversité, qui sont des sujets qui concernent aussi la problématique de l'agriculture. oui, ce sont des gouvernements qui, pour la plupart d'entre eux, sont assujettis, si je puis dire, par les grands lobbies. La cogestion. Il y a un lobby très important qui est présidé par Madame Lambert, qui était la présidente de la FNSEA. Elle est présidente d'un énorme lobby qui s'appelle le COPA-COGECA, qui réunit pratiquement toutes les coopératives et les syndicats agricoles de l'Union européenne et qui a largement contribué à faire capoter le pacte vert. Absolument. C'est la raison pour laquelle il faut des élus écologistes au prochain Parlement, parce qu'il faudra faire contrepoids à ce qui est en train malheureusement de se dessiner, où l'on pourrait avoir une droite et une extrême droite qui a toujours voté contre les projets que nous défendons et qui risque de prendre encore plus de poids que durant ce mandat. Il faut donc un contrepoids efficace avec les écologistes. Quels sont les principaux enseignements que tu as tirés de ce Tour de France? Je dirais que pendant ce mandat-là et pendant ce Tour de France, on s'aperçoit que la pêche artisanale est opposée à la pêche industrielle. Finalement, l'objectif du gouvernement aujourd'hui, c'est de faire disparaître la pêche artisanale. On a au niveau de la PAC, la politique agricole commune. Nous, en pêche, on a la PCP, la politique commune de la pêche. Et pendant ce mandat-là, on est arrivé à faire condamner la France. Il y a 2 ans et demi, j'étais au tribunal avec les pêcheurs sur une répartition des quotas de thon rouge. Et la France n'a pas appliqué un article sur cette politique commune de la pêche. Et avec les pêcheurs, comme quoi on n'est pas opposés, avec les pêcheurs, on a réussi à faire condamner la France pour non-application de cet article. La France a fait appel. Alors la France a fait appel, mais la France a perdu. Et ça fait jurisprudence. Ça fait jurisprudence parce que il y a 15 jours, les pêcheurs italiens, sur le même article 17, montent en puissance et vont eux aussi déposer un recours pour non-application de cet article. Et ça, c'est une victoire des écologistes. Et moi, je suis très contente de travailler avec les pêcheurs par rapport à ça. Et une autre victoire sur la commission d'enquête sur le transport des animaux vivants, puisque ça aussi, c'est une victoire des écologistes, puisque les écologistes ont demandé cette commission d'enquête à la dernière mandature. On est arrivé à avoir cette commission d'enquête pendant cette législature. On a travaillé 2 ans dessus. Et on a mis une pression sur la Commission européenne pour avoir une révision de la législation du bien-être animal. Malheureusement, à cause de l'agenda politique, il y a des choses qui vont être revues à la prochaine mandature et on a énormément de travail à faire sur la condition animale. Et donc, je suis très contente de continuer ce Tour de France pour faire avancer la condition animale parce qu'elle est transversale sur l'agriculture, sur la pêche, parce que le grand oublié du bien-être animal, pour moi, c'est l'animal aquatique et les poissons. Alors, on y reviendra. On y reviendra tout à l'heure parce que la tête de liste de Renaissance a parlé du pacte bleu. Tu nous en parleras tout à l'heure pour nous dire tout le mal que tu en penses. Benoît, quelques réflexions, quelques enseignements de ton Tour de France avant de passer aux propositions. Moi, je vais reprendre la formule de Pierre, que je trouve très bonne. Mais il est très bien, Pierre, c'est un gars bien. Hein, je le sais bien, on se croise de temps en temps. C'est un bon maire. Mais l'écologie plus tard, c'est l'écologie trop tard. Et c'est vraiment le cas sur le sujet de l'agriculture. Ce qui menace aujourd'hui la souveraineté alimentaire, dont M. Fesneau parle à pleine bouche alors qu'il n'a même pas un échantillon sur lui, c'est
le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité. C'est pas la suspension de l'utilisation des pesticides, c'est pas la réduction de l'utilisation des engrais de synthèse. On n'a pas commencé et la productivité de l'Union européenne est déjà en train de s'infléchir. C'est bien le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Et donc ce qu'on doit faire, et c'est pour ça que les écologistes doivent être renforcés dans ce Parlement européen, c'est d'éviter ce qui vient de se passer là sur cette dernière séance plénière au mois d'avril à Strasbourg. C'est-à-dire qu'on a complètement détricoté les faibles avancées écologiques qu'on avait sur la PAC, qui pouvaient préserver les agriculteurs. Et qui a voté tout ça ? C'est les chevaliers blancs, ceux que vous avez vus partout sur les postes de télévision, du Rassemblement national, de La République en marche, des Républicains, qui avaient déjà voté cette vilaine PAC qui n'allait pas, qui avaient déjà voté pour certains les accords de libre-échange, qui relancent les OGM, qui réautorisent les pesticides. Eh bien, les seuls remparts à ces acteurs de la politique qui mettent en difficulté définitivement les agriculteurs et l'agriculture, c'est nous les écologistes. Et c'est ça qui ressort de cette séquence agricole. Est-ce que tu pourrais nous dire 2 mots, Benoît, 2 mots de l'alimentation et de l'eau? Pourquoi je te dis l'alimentation? Tu viens de l'évoquer avec le modèle agricole. C'est parce que les 2 marqueurs de la pauvreté aujourd'hui, c'est le diabète et l'obésité, qui sont le résultat de la malbouffe. Et l'eau, ce sont les méga-bassines, c'est-à-dire comment une toute petite partie d'industriels, bien souvent, qui ne sont pas des paysans, loin de là, accapare l'eau au détriment de l'ensemble de la population et donc porte atteinte à l'intérêt général. L'alimentation, c'est effectivement la déclinaison de la problématique agricole. Mais on le voit bien, les citoyens attendre autre chose de l'agriculture pour préserver leur alimentation. Dans quel monde vivrions-nous si, au motif qu'on a des revenus modestes, on devrait participer à une alimentation qui participe à l'accélération du dérèglement climatique, qui participe à l'effondrement de la biodiversité, qui participe aussi à la dégradation de notre santé. Et donc, cette agriculture-là, on doit en sortir et utiliser les subsides européens pour accompagner une autre agriculture et donc préserver notre alimentation. Il y a de plus en plus de paysans ou d'agriculteurs qui veulent sortir de ce modèle. Et évidemment, sauf que cette enveloppe qui s'appelle la politique agricole commune, qui capte 38% du budget total de l'Union européenne, c'est la principale politique publique de l'Union européenne, continue de perfuser le mauvais modèle. Et donc, tant qu'on le perfusera, il n'a pas de raison de disparaître. Il faut clairement maintenant, parce que je le disais tout à l'heure, on a rendez-vous avec l'histoire, réorienter cette enveloppe publique pour ne soutenir que les agricultures vertueuses, celles qui prennent soin du climat, de la santé et de la biodiversité. Et sur l'eau, c'est le même sujet. C'est-à-dire qu'on a à l'échelon européen, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les gens qui nous disent cette Europe nous enquiquine. En vérité, heureusement que l'Europe est là pour porter une directive cadre européenne qui protège cette ressource. Sans cette directive cadre européenne, quand je vois le nombre de dérogations que posent les États membres pour essayer de s'en affranchir, ce serait juste désastreux. C'est pas satisfaisant, mais au moins on a ce rempart-là. Et donc on a besoin de plus d'Europe, et on a besoin dans cette Europe de plus d'écologistes pour préserver les ressources vitales comme l'eau et l'air. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les écologistes depuis près d'un demi-siècle défendent une Europe fédérale. Si l'Europe est fédérale, elle peut s'imposer aux égoïsmes nationaux. Et on s'aperçoit que tous les sujets que traitent les écologistes, ce sont des sujets qui sont transversaux, des sujets qui ne peuvent pas se résoudre au plan uniquement national, mais que l'échelle minimale pour les résoudre, c'est l'Europe. Un mot, Caroline, du pacte bleu. C'est quoi ce truc ? Alors, ce truc... Parce que c'est un truc de communication. Oui, c'est de la communication. En fait, c'est une communication de bluewashing qu'a fait Valérie Hayé. En fait, Valérie Hayé a dit je vais mettre en place la tête de liste des macronistes. Ah, d'accord. Ben oui. Et donc, elle a dit qu'elle allait mettre en place un pacte bleu. Alors, si pour les macronistes, mettre en place un pacte bleu, c'est continuer d'aller pêcher dans les aires marines protégées, chaluter les aires marines protégées, ne pas respecter l'article 17 et continuer à avoir des aires marines protégées finalement de papier et être
pour la scène démersale, qui est une technique de pêche qui détruit totalement les océans, et ben pour moi c'est du blue washing. Nous, on va s'emparer du pacte bleu, un vrai pacte bleu qui va faire en sorte que les petits pêcheurs puissent vivre dignement de leur métier. Merci beaucoup. Et donc, voilà. Quand vous écoutez Caroline et Benoît, vous en tirez une conclusion. On a pour l'instant une Europe qu'il faut changer, et ils sont là pour ça, et un gouvernement qui privilégie l'agriculture productiviste et la pêche industrielle, c'est-à-dire qu'ils sont en train de détruire tout ce dont nous pourrions vivre demain. Merci beaucoup à vous, et Merci. Je vais repasser la parole à Emma et vous redire et reprendre un slogan d'une infâme personnalité, mais qui finalement avait raison. On va l'appliquer aux écologistes. Préférez l'original à toutes les copies.